Bonjour, c'est Philippe Giraud pour la quatrième partie de cette présentation de mini framework orienté objet en PHP. Donc dans une première partie, on a vu l'architecture générale du framework, les dossiers, les fichiers, les principes de répartition à l'intérieur de tout ça, le cœur. Dans une deuxième partie, on a vu comment un contrôleur pouvait s'occuper du chargement d'une page statique, c'est-à-dire sans faire appel à des données. Dans la troisième partie, on a vu la même chose, mais sur une page dynamique. Et donc là, on met en œuvre le modèle et les requêtes SQL pour aller chercher des données ou insérer des données. On a vu comment traiter ça au niveau du contrôleur pour gérer, et donc j'ai remis le code ici, l'affichage de la page ou bien le traitement des données issues de la page avec un choix d'implémentation que je vous avais proposé. Et dans la quatrième partie, on va s'occuper un peu des fonctions annexes qui sont pratiques à utiliser, donc à prévoir dans une architecture MVC, même si on n'est pas en train de faire le framework du siècle, mais que l'on cherche à avoir une structure pratique à utiliser à l'intérieur d'un développement d'une application. Voilà, alors je repars du dernier code présenté, donc celui-ci, et on avait vu qu'il y avait deux choses qui apparaissent comme des fonctions issues du cœur. La définition des messages de notification et les redirections. Alors pourquoi c'est géré ici sous forme de fonction de cœur? Pour les notifications, il y a deux principes. Enfin, on peut en trouver plusieurs, mais au moins deux. Soit on fait circuler par les URL les messages ou des codes qui vont déclencher des notifications dans la page suivante. C'est pas très élégant. Solution plus élégante, on fait circuler cette information par la session et c'est donc invisible au niveau de l'URL. C'est aussi, ça évite aux utilisateurs de bricoler et d'essayer de faire afficher des choses, même s'il n'y a pas grande conséquence dangereuse. Et donc pour ça, il est prévu dans ce petit framework deux fonctions. Une fonction ici qui s'appelle core définir message, qui va permettre de passer un tableau avec deux informations. Ici, un code, on va voir sous quelle forme c'est fait, qui dit quel est le message à afficher, et 0 ou 1 pour dire si c'est un message pour dire tout va bien, une notification d'information, ou si ça va plutôt mal, avec 1 qui va dire un message d'erreur en fait. Et on va pouvoir traiter ça au niveau de la forme pour que ça se différencie. Donc ça c'est la fonction qui définit le message. Alors où sont ces fonctions? Elles sont définies au niveau du corps. Donc on va les retrouver là, dans le core contrôleur. La fonction définir message, elle est très simple. Elle reprend le tableau, elle récupère le tableau donc, et elle écrit tout simplement dans la session. Alors évidemment, il faut que la session soit démarrée, mais ça c'est géré par le bootstrap du framework, le loader on va dire. Ici on écrit dans une case de la session qui s'appelle core message, et on affiche cette partie du message. Voilà, donc la variable core message ici, donc du tableau, que l'on stocke directement dans la session. Bon, rien de plus à faire dans cette fonction, donc vraiment pas très compliqué. C'est un peu plus compliqué au niveau de la récupération. Alors ici, tout est codé à l'intérieur de la méthode, c'est-à-dire la récupération de l'information dans la session, et aussi le formatage HTML, donc c'est une espèce de vue qui est fabriquée ici par la méthode. Bon, c'est temporaire, j'ai prévu d'externaliser toute cette fabrication HTML dans un template, et du coup il faudrait mixer les informations qui viennent de la session, comme ceci. Ici, le tableau transmis en paramètres et donc la première case qui contient le message. Et puis le test ici qui vérifie le type de message selon que c'est grave ou que c'est que c'est pas grave ici, message de confirmation, ou bien que c'est grave, message d'erreur. Ici, on a deux mises en forme différentes. On les aperçoit ici par, alors c'est du bootstrap, hein, une classe alert success qui va faire une bulle verte et alert danger qui va faire une bulle rouge-rose.
Voilà, alors ici vous voyez que on récupère à l'intérieur d'un tableau des messages prédéfinis. Et donc pour ça, vous voyez un include qui est là, qui s'appelle message.inc.php. Et ça, on le retrouve avec les fichiers de configuration qu'on avait aperçus au début. Voilà. Ici, deux tableaux. Alors c'est à personnaliser appli par appli. Ici, dans mon application, j'ai un certain nombre de messages de dysfonctionnement, donc qui vont correspondre à des erreurs. Et ici, des messages qui correspondent à des confirmations pour dire que ça s'est bien passé. Et donc, les valeurs que vous voyez ici correspondent à ce qui était passé là. Donc, par exemple, ici, comment add NOK, on va le retrouver là. Et donc, en allant chercher à l'intérieur de ce tableau, on va récupérer ce libellé-là. Ça veut dire que tous les libellés des notifications à l'intérieur de l'appli sont regroupés dans un seul fichier. Ça permet de les mettre à jour très facilement. Ça permettrait aussi d'intégrer une notion de multilinguisme en faisant des tableaux à deux dimensions, en rajoutant une autre dimension pour le français, l'anglais, l'italien ou toutes les autres langues qu'on aurait à gérer. Donc ça serait très simple de gérer tout ça au même endroit, dans un seul fichier. Voilà, donc après ça correspond à quoi en termes de fonctionnement? Ici, vous voyez la bulle qui est affichée, qui venait d'une notification pour dire qu'un message avait été correctement publié. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et puis, on peut regarder par exemple lors d'une connexion, si je mets une identification inconnue, eh ben, on imagine bien qu'il va falloir sortir une bulle d'information pour dire attention, on n'a pas pu vous identifier. Voilà à quoi servent ces notifications. Voilà, si je retourne dans mon contrôleur, l'autre fonction qu'on a aperçue, c'est Core Redirect ici, qui permet, en précisant un nom de module et une action, de faire un header location. Alors pourquoi l'avoir mis dans une fonction? Parce que c'est peut-être pratique d'avoir un point central ici, même si on ne fait qu'un header location. Il est peut-être pratique de prévoir des mécanismes de log, par exemple, ici, pour garder une trace de ce qui s'est passé. Alors, évidemment, soumis avec un paramètre de debug, et ça va nous amener à l'autre sujet que je voulais vous faire voir, c'est l'intégration du debug à l'intérieur des applications. Donc ici, d'abord un petit mot sur le log, à quoi sert le log. Ici, j'ai un lien qui me permet d'aller vers un fichier de log. Voilà à quoi ressemble le fichier de log qui est généré derrière cette fonction. Ici, on peut remarquer que donc ça se lit du bas vers le haut, puisqu'on écrit à l'envers. Les informations les plus récentes sont en haut de fichier. Chaque demande d'action au niveau de l'URL démarre par un module action. Donc ici, user login, c'est ce que j'ai enclenché pour faire l'essai juste avant. Ensuite, on a des traces pour tous les includes qui sont faits. Et ça permet de vérifier à un moment donné, quand on a un problème, que tous les fichiers qui devaient se charger se sont bien chargés. Donc ici, on voit que l'app charge la classe load. Ensuite, on charge un core controller qui permet de charger un user controller. On charge un user model qui est issu d'un core model. Et une fois qu'on a fait tout ça, alors on peut lancer une requête. Donc les requêtes en mode debug sont tracées. Et si on fait une redirection, et donc j'en arrive à la fonction dont je suis en train de parler, voilà la trace qui est générée. Ici on fait un redirect sur un module action qui est égal à user login. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve ici, on repart, un autre appel au serveur avec user login et on recommence l'app, le load, le core controller, etc. Et puis c'est tout. Alors on pourrait rajouter par exemple le chargement de la vue si on pensait que c'était bien dans la trace. Voilà, et donc ça permet de vérifier très simplement que ce qui s'est passé, s'est bien passé tel qu'on l'avait imaginé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu qu'on peut... Alors si, pardon, le sujet du debug, comment on enclenche le debug ou comment on n'enclenche pas le debug, et pour ça, moi je le gère
au niveau des constantes principales de l'application. Alors, on a vu un certain nombre de constantes ici. J'ai aussi des constantes prévues pour les différents environnements de l'application dans son processus de fabrication. Ici, moi, je travaille avec un serveur local. Puis, on pourrait imaginer passer ça sur un serveur de test, puis enfin sur un serveur de prod. Et donc, au niveau du debug, on n'a pas forcément envie d'avoir la même chose partout. Donc ici, la constante debug, moi, elle fait apparaître, par exemple, cette bulle en bas, qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations pratiques pour comprendre ce qui se passe. Si j'en veux pas, il suffit, comme dans la config de prod que vous voyez un peu plus bas ici, de mettre false. J'enregistre, je retourne sur n'importe quelle page et la bulle ne s'affiche plus. Donc on est dans quelque chose qui correspondrait à la vision prod. Mais surtout, ici, on n'aurait plus les logs. Donc par exemple, ce log-là, s'il n'y a plus la constante, il ne se produit plus. Et on ne va donc pas fabriquer de fichiers comme ça sur le serveur de production. On ne va du coup pas donner d'informations éventuellement sensibles, potentiellement accessibles sur le serveur. Après, tout dépend où on a fabriqué ce fichier. S'il est dans la zone privée, de toute façon, il n'y aura pas de risque. Donc tout ça, c'est aussi pour gagner du temps de réponse, parce que fabriquer une ligne dans un fichier log, ça prend quelques millisecondes. Donc en production, une fois qu'on a tout débugué, on n'en a plus besoin. Enfin, des fonctions comme ceci, core page 404, qui permettent de charger ici une vue prévue pour. Et puis, si je regarde dans un autre fichier comme core model, on va trouver ce genre de choses. Alors toujours en s'intéressant à la variable debug, à la constante debug. Quand on a une erreur grave d'accès à une base de données, une connexion qui ne se fait pas ou une requête qui ne s'exécute pas, la question qui se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on met comme message? Qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est une erreur grave, a priori il y a un gros problème technique. Soit on arrête tout, on dit désolé, soit on redirige vers une autre page en espérant que la prochaine requête se passera mieux. Ici, moi, le choix que je fais, c'est d'arrêter quand même assez brutalement l'application, donc avec des exits. Mais quand même, pour indiquer quelque chose, je différencie les deux cas, debug ou pas debug. En debug, je vais afficher l'information qui est rendue par le PDO, c'est-à-dire le get message, sur l'exception qui sera générée par le PDO. Et si je ne suis pas en mode debug, le message va être beaucoup plus simple pour dire désolé, on ne peut rien faire pour vous. Mais en tout cas, on ne donne pas d'informations techniques, c'est-à-dire pas de nom de colonne, pas de nom de table, pas d'informations qui pourraient donner des pistes pour aller faire des choses un peu bizarres à l'intérieur du site. Voilà qui clôt à peu près cette présentation, ces 4 vidéos qui, je l'espère, vous auront présenté un peu les concepts que l'on peut mettre dans une architecture MVC orientée objet, simple, mais qui permettra de formaliser convenablement vos développements. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.